Nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à une question d'une simplicité extrême et d'une importance majeure. À l'heure où partout dans le monde, les forces réactionnaires progressent, à l'heure où les droits des femmes, les droits reproductifs et sexuels sont partout attaqués, à l'heure où, en Europe, les femmes se préparent à la contre-offensive, à l'heure où la France peut retrouver un rôle de pionnière, de modèle et d'espérance, nous devons répondre à une question. Préférons-nous une société où le droit à l'avortement est protégé au sommet de la hiérarchie des normes ou une société où une simple loi peut le défaire? Préférons-nous agir aujourd'hui au risque, au pire, que cette garantie ne se révèle jamais nécessaire ou ne rien faire au risque de balayer le droit fondamental des générations futures? Voulons-nous répondre positivement à 81% des Françaises et des Français, toutes catégories sociales, préférences politiques, appartenances religieuses confondues, qui demandent que le droit à l'avortement soit reconnu dans le texte qui fonde notre contrat social ou non? Souhaitons-nous dire à toutes les femmes de ce pays que le Parlement est de leur côté, que l'honneur de la France, c'est son idéal d'égalité, c'est de considérer que la maîtrise de sa fécondité est une affaire de liberté, mais aussi, simplement, une affaire de citoyenneté, d'égalité des droits, et que pour cette raison, nous l'érigeons au sommet de nos normes? Souhaitons-nous montrer à toutes les femmes du monde, à toutes celles et ceux qui se battent, si nombreuses et si nombreux, contre le fascisme, contre le totalitarisme religieux, celui des mollahs iraniens, des évangélistes texans ou des intégristes bien français, à toutes celles et ceux qui, en Pologne, en Hongrie, en Italie, aux États-Unis, en Iran, au Maroc, à Malte, dans tant de pays, se battent pour avoir le droit d'être considérés comme des êtres humains qui disposent de leur corps et au fond de leur destin et de leur vie, que non, tout n'est pas perdu, que dans cette période si sombre, il existe dans ce monde un chemin de progrès dans lequel notre pays a fait le choix de s'engager et dans lequel il invite les autres nations à y rejoindre. Le droit à l'avortement est un acquis féministe et comme tous les acquis féministes, il n'est jamais hors de danger, jamais. C'est aussi un acquis profondément républicain parce qu'il répond à la promesse républicaine et universaliste d'égalité des droits. Un acquis qu'il vous est simplement proposé aujourd'hui de mieux protéger. Où trouver l'envie, en 2022, d'argumenter contre une loi qui ne ferait rien d'autre que de sanctuariser un droit que prétendument nous chérissons toutes et tous? C'est, je vous l'assure, pour tellement de personnes qui nous regardent, un profond mystère. Je remercie évidemment Madame la rapporteure pour son travail. Je sais que cela n'a pas toujours été le travail le plus facile. Mais je voudrais revenir sur les arguments utilisés pour refuser cette loi. Premièrement, l'argument classique, ça ne sert à rien. D'abord, parce que ce droit n'est pas menacé. Donc c'est un peu comme dire, je suis dans ma voiture, ça ne sert à rien que je mette ma ceinture parce que je ne suis pas en train d'avoir un accident. Cet argument n'a évidemment aucun sens parce que par définition on se protège d'un risque avant qu'il advienne, mais aussi parce qu'on le sait très bien, le jour où il y aura un risque concret en France, c'est-à-dire quoi? Un nombre conséquent d'élus tentés de remettre en cause ce droit. Eh bien ce jour-là, une protection constitutionnelle sera par définition hors de portée puisque la majorité pour changer la Constitution est supérieure à celle pour changer la loi et que c'est précisément pour ça que nous voulons l'inscrire dans la Constitution. C'est donc exactement parce qu'il existe aujourd'hui en France une écrasante majorité dans les urnes, dans la rue, dans les institutions pour le droit à l'avortement que l'on peut et que l'on doit le protéger maintenant. Deuxièmement, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas une protection absolue, la Constitution, on peut toujours la modifier. Donc là, c'est je ne mets pas ma ceinture de sécurité parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir un tsunami. Alors, c'est pas faux. On n'est jamais à l'abri d'un putsch, d'une révolution, d'un astéroïde qui percuterait la France. Donc, je ne suis même pas tout à fait sûre de savoir, au fond, pourquoi on a une constitution. Des élus qui se lèvent le matin pour légiférer. De toute façon, il y a des gens qui violent la loi tous les jours, et il y a des élus qui changent la loi en permanence. Donc, on a quand même, d'un côté, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas de risque, et de l'autre, ça ne sert à rien, parce que le risque il est trop grand. Donc c'est un peu difficile à suivre, mais c'est pas fini. Troisième argument, ça ne sert à rien parce que c'est déjà protégé par la Constitution. Donc en fait, je dois pas mettre ma ceinture parce que je l'ai déjà. Il faut surtout pas mettre sa ceinture parce qu'il n'y a pas de risque. Le risque est trop grand et finalement, mesdames et messieurs, parce que heureusement, je l'ai déjà. Donc c'est assez épatant. Et là encore, le problème, c'est que c'est faux. La jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais dégagé de manière positive un droit à l'interruption volontaire de grossesse. Jamais. Elle s'est contentée d'affirmer que les différentes lois qui encadrent le droit à l'IVG ne violaient pas la Constitution. Et les fins juristes que vous êtes connaissent très bien la différence. Si demain, et ça,
Toutes les personnes qui nous écoutent doivent le savoir. Si demain une loi régressive qui viserait à réduire les délais légaux, à dérembourser, à ajouter des conditions pour accéder à l'avortement, à imposer une ordonnance pour accéder à la pilule du lendemain, venait à être présentée devant le Conseil constitutionnel, ce dernier n'aurait rien pour statuer sur son inconstitutionnalité. Rien. Et c'est ça que nous voulons corriger. Argument suivant, ça ne va rien changer. Parce que l'important est ailleurs, comme toujours. Ce n'est pas le droit, c'est l'accès au droit. Alors déjà, j'aimerais vous dire une chose, on n'a pas accès à un droit qui n'existe plus. Et puis, quel est le rapport ? Cette loi va non seulement permettre de réclamer un meilleur accès partout, mais surtout, elle ne vous empêchera pas, je vous l'assure, jamais, bien au contraire, de voter pour l'augmentation des crédits pour les associations et les centres de soins, pas du tout. Argument suivant. La Constitution ne doit pas être un catalogue et n'a pas à protéger les Français contre des changements, par exemple faire reculer le droit à l'avortement, qu'ils pourraient démocratiquement vouloir demain. Eh bien, si. Parce que dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir une Constitution et un bloc de constitutionnalité ? À quoi ça sert de protéger le caractère laïque de la République ? Notre attachement au préambule de 46, l'interdiction de la peine de mort ? À rien dans ce cas-là. Le dernier argument, et j'avoue c'est un peu mon préféré, il ne faut pas importer des débats des États-Unis. Comme s'il n'y avait qu'aux États-Unis qu'on attaquait le droit à l'IVG. En Italie, donc juste à côté, une proposition de loi vient d'être déposée par la droite, pas par l'extrême droite, par la droite, pour restreindre le droit à l'avortement. Mais en France, on serait nationalement immunisé. Puis je trouve que nous avons, d'un côté de cet hémicycle, une haine très sélective des importations de débats, en particulier venant des États-Unis. Parce que quand il s'agit d'importer des débats totalement construits au sujet d'un prétendu danger causé par un prétendu concept dont personne ne se réclame en France et que personne n'est capable de définir, c'est bien. Mais quand les débats prétendument importés à propos de risques bien réels peuvent générer des progrès bien réels, là c'est mal. Alors admettons, mettez-moi de côté. Mais Laurence Rossignol, qui le porte depuis 2012, Éliane Assassi, Laurence Cohen, qui dès 2017, 5 ans avant l'arrêt de la Cour de suprême, avait déjà fait cette proposition, Daphné Ract-Madoux, Xavier Iacovelli, Maryse Carrère, Joël Guerriot, que je remercie une fois encore. Ces gens-là ne sont pas importés, hein. Je suis désolée, ils sont bien ici. Et ils posent ici, au Sénat français, une question bien française. La France a en son cœur des femmes qui, depuis des siècles, se battent pour conquérir leurs droits à elles et par là même pour protéger les droits tout court. Alors je vais vous dire une chose, s'il devait y avoir aujourd'hui une spécificité française, ce ne serait pas d'être prétendument le seul pays au monde protégé des reculs. Ce serait au contraire de devenir le premier pays au monde à décider d'agir en amont plutôt que de réagir quand il est trop tard. En tant que coprésidente du Parti vert européen, partageant ma vie avec une féministe allemande qui se bat depuis toujours pour qu'en Allemagne, l'avortement soit retiré du code pénal. Je peux vous dire une chose, vous mesurez très mal, l'importance pour l'Europe entière du vote d'aujourd'hui, la force que cela donnerait à des millions de défenseuses et de défenseurs des droits humains. Elles ne peuvent être méprisées par le pays qui se veut celui des droits universels. J'ai passé ces dernières semaines des jours et des nuits à chercher quels arguments marcheraient le mieux pour convaincre la droite sénatoriale de voter ce texte au nom de ce que je crois être le sens profond de notre mandat. Et puis, je me suis dit qu'en fait, c'était à vous de convaincre les Françaises et les Français que le droit à l'avortement est pour vous vraiment un droit fondamental. Vous avez la majorité, c'est vrai. Une victoire aujourd'hui serait la vôtre, et un échec aussi. Je voudrais finir en m'adressant à toutes les personnes mobilisées qui nous écoutent et qui attendent de nous que nous les protégions. Je veux vous dire, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais je sais qu'on y arrivera un jour. Et je sais que ce jour, tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à ce progrès l'applaudiront très fort, en seront très fiers, tandis qu'ils seront encore très occupés à en freiner d'autres. Alors, ne lâchez rien, jamais. C'est vous, par votre mobilisation, qui, depuis toujours, écrivez l'histoire, et en particulier l'histoire des combats des droits des femmes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Canayer, rapporteure de la Commission des lois, pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse et la contraception font partie intégrante de notre patrimoine juridique fondamental.
Ces acquis ont été obtenus grâce au courage et à l'engagement de Simone Veil et de Lucien Neuwirth, qui se sont battus avec détermination pour les faire inscrire dans la loi. Aujourd'hui, ces droits sont pleinement protégés par le droit positif. Le Sénat s'est toujours montré fortement attaché à ces libertés de la femme. Depuis la loi du 17 janvier 1975, la liberté d'interrompre sa grossesse n'a cessé d'être confortée. Par cette fois, le législateur l'a renforcée, avec encore récemment l'allongement du délai à 14 semaines. Quant à la contraception consacrée par la loi du 28 décembre 1967, son accès n'a cessé d'être étendu au fil des années. La contraception est délivrée gratuitement pour les mineurs. Depuis cette année, elle l'est pour toutes les femmes de moins de 26 ans. Et à partir de 2023, la contraception d'urgence sera gratuite pour toutes les femmes. Aujourd'hui, à ma connaissance, personne dans cette Assemblée ne veut revenir sur ces avancées. La proposition de loi constitutionnelle dont nous avons à débattre aujourd'hui est portée par notre collègue Mélanie Vogel et cosignée par 118 sénateurs. Elle a été introduite en réaction à l'actualité américaine, marquée par le revirement de la jurisprudence de la Cour suprême du 24 juin dernier, Dobbs versus Jackson. Cette proposition de loi constitutionnelle tente à inscrire au titre 8 de la Constitution un article 66.2 qui affirme « Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l'accès libre et effectif à ces droits. » Selon les auteurs, cette inscription vise à garantir un accès effectif, libre et inconditionnel à l'IVG, ainsi qu'à la contraception et à prévenir de toute régression. Si l'on peut comprendre l'émotion suscitée outre-Atlantique par la jurisprudence de la Cour suprême, la révision constitutionnelle ne peut être, en France, une réponse pertinente. Tout d'abord, il n'y a pas lieu d'importer en France un débat lié à la culture américaine et à la nature fédérale des États-Unis. Ce débat n'est pas le nôtre. La situation institutionnelle en France n'est en rien comparable à celle des États-Unis. Contrairement à ces derniers, la République française est une et indivisible. Autrement dit, les lois Veil et Neuwirth, qui ne sont pas remises en cause aujourd'hui en France, s'appliquent de manière identique sur tout le territoire. La question centrale en France reste l'effectivité de ces droits. Seules des mesures concrètes, comme la lutte contre les déserts médicaux, notamment en milieu rural, la valorisation des actes médicaux des personnels soignants pratiquant l'IVG, l'augmentation des moyens des plannings familiaux permettront le plein accès à ces droits. Mais ces mesures relèvent du domaine réglementaire. L'inscription dans la Constitution n'est donc pas la réponse adaptée pour renforcer la garantie de ces droits inscrits dans notre patrimoine juridique. L'IVG et le droit à la contraception font déjà l'objet d'une protection constitutionnelle solide et durable. Solide, car l'IVG est inscrite dans notre droit depuis 1975. Le Conseil constitutionnel l'a toujours jugé conforme à la Constitution et par 4 fois s'est prononcé en faveur de ce droit, en 1975, en 2001, en 2014, en 2016. L'IVG est aujourd'hui une composante de la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui se concilie avec le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine comme contre toute forme de dégradation. Plus que solide, cette protection est durable, comme le témoigne la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, qui a toujours considéré que bien que le législateur dispose de larges marges de manœuvre pour définir les conditions d'exercice d'un droit ou d'une liberté, il ne peut en remettre en cause son effectivité. C'est le fameux effet artichaut que nous devons doyer un favoureux. On ne peut toucher au cœur des droits et des libertés reconnus. D'ailleurs, en 2018, Agnès Buzyn et Nicole Belloubet, alors ministres, avaient affirmé devant le Parlement l'inutilité d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution en les raisons de l'extrême solidité de sa protection constitutionnelle. 4 années plus tard, la proposition de loi constitutionnelle dont nous débattons ce jour comporte toujours des risques largement supérieurs à la seule portée symbolique recherchée par les auteurs. L'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG et à la contraception tend à dénaturer l'esprit de la Constitution et à ouvrir une boîte de Pandore. En effet, la Constitution voulue par le général de Gaulle est avant tout un texte qui régit le fonctionnement de nos institutions. En faire un catalogue de droits risque de porter atteinte au rôle protecteur de la norme suprême et à minorer la portée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, gardien de nos droits et de nos libertés.
En 2008, Simone Veil, présidente du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution, recommandait elle-même de ne pas modifier le préambule, ni d'intégrer dans la Constitution des droits et des libertés liés à la bioéthique qui intégraient l'IVG. Elle préconisait clairement le refus d'inscrire des dispositions de portée purement symbolique. Seules 4 raisons justifient une modification de la Constitution: pour introduire un droit nouveau, pour déroger à un principe que la Constitution impose, ce fut le cas en 1999 et en 2008 pour autoriser la parité, pour ratifier un engagement international. L'inscription dans la Constitution de la peine de mort en 2007 était nécessaire pour entériner le pacte international des droits civils et politiques. Pour revenir, 4e raison, sur une interprétation jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, comme en 1993 pour le droit d'asile. L'objet de la proposition de loi soumise à notre examen ne peut se rattacher à aucune de ces raisons. De plus, force est de constater qu'il n'existe aujourd'hui aucun consensus sur la manière de constitutionnaliser l'IVG et le droit à la contraception. 6 propositions de loi constitutionnelles ont été introduites à l'Assemblée nationale et au Sénat en réaction à l'actualité américaine. Chacune propose une version différente. L'inscription par défaut dans le titre 8 de la Constitution, prévue par plusieurs propositions de loi constitutionnelle, dont celle de la sénatrice Vogel, n'est pas satisfaisante. L'intégration du droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception au sein du titre consacré à l'autorité judiciaire, juste après l'abolition de la peine de mort, a de quoi surprendre et pourrait créer une possible interférence du juge dans le droit des femmes à avorter, ce qui n'a pas lieu d'être. Les propositions de rattachement à l'article 1er ou l'article 34 de la Constitution relatifs aux compétences du législateur ne font pas plus consensus auprès des constitutionnalistes. De plus, la formulation soumise à notre examen soulève des difficultés importantes. Elle laisse entendre que l'accès à ces droits serait inconditionnel. Or, le législateur doit pouvoir en fixer les conditions comme pour toutes les libertés publiques. Enfin, une procédure de révision constitutionnelle à l'initiative des parlementaires impose le recours au référendum, conformément à l'article 89 de la Constitution. Or, il existe un risque réel que cette initiative se retourne contre les droits qu'elle est censée protéger, comme nous ont alerté toutes les personnes auditionnées, y compris les auteurs. Recourir au référendum mettrait au cœur d'une actualité bouillonnante un sujet pour lequel il n'y a pas de remise en cause et pourrait favoriser un réveil des opposants. N'oublions pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pour toutes ces raisons, la commission des lois vous propose de ne pas adopter cette proposition de loi constitutionnelle. Merci. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la présidente, madame la ministre, chère Isabelle, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, madame la sénatrice Mélanie Vogel, mesdames et messieurs les sénateurs, l'histoire, je le crois profondément, fourmille d'exemples de liberté, de droits fondamentaux conquis au prix du sang, des larmes, que tous croyaient définitivement acquis et qui, dans la stupeur ou l'indifférence, ont été balayés comme des fétus de paille. C'est d'ailleurs l'histoire de la femme qui nous offre les plus cruels exemples, car oui, les premiers droits qui disparaissent sont souvent ceux des femmes. Et c'est ce que nous rappelle la décision de la Cour suprême des États-Unis. Le droit à l'avortement, qu'on croyait acquis depuis 50 ans, en réalité ne l'était pas. Désormais, dans cette grande démocratie, l'interruption volontaire de grossesse n'est plus un droit garanti par la Constitution fédérale et les États fédérés sont libres de l'interdire ou de la légaliser.
Cet exemple rend plus que jamais criant de vérité les célèbres mots de Simone de Beauvoir rapportés par Claudine Monteil. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilants votre vie durant. Parce que nous avons en effet désormais la preuve que plus aucune démocratie, même la plus grande d'entre toutes, n'est à l'abri. Parce qu'il nous faudra toujours rester vigilants, les auteurs de la présente proposition de loi, la sénatrice Mélanie Vogel, en tête, proposent d'inscrire notamment le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution. Je veux ici les remercier chaleureusement pour leur initiative. Le 13 juillet dernier, en accord avec la Première ministre, j'avais solennellement déclaré devant cette Assemblée qu'en tant que garde des Sceaux, je soutiendrai avec force, pour les voir aboutir, toutes les initiatives parlementaires qui viseraient à constitutionnaliser le droit à l'IVG. Me voici donc au rendez-vous, accompagné de ma collègue Isabelle Rome. Alors, j'entends déjà s'élever, et j'ai entendu s'élever, des voix pour dire que le droit à l'IVG est déjà suffisamment protégé en France et que l'exemple américain n'est pas transposable dans notre pays. Qui aurait pu songer que le wokisme serait transposé dans notre pays? On pourrait multiplier les exemples. La liste est évidemment très longue. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nul ne peut nier que nos institutions fonctionnent différemment. Oui, c'est vrai, le Conseil constitutionnel français n'est pas la Cour suprême américaine. Oui, bien sûr, les juges constitutionnels français, passés et actuels, ont une conscience accrue de leur rôle et jugent régulièrement qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur. C'est là l'usage républicain et l'esprit de nos institutions. Oui, il est vrai encore que le droit à l'IVG a été conforté au fil des ans depuis qu'il a été consacré pour la première fois dans notre droit par la loi Veil du 17 janvier 1975. Je pense ici à la dernière loi en date du 2 mars 2022 qui a allongé le délai légal pour recourir à l'IVG et le porte désormais de 12 à 14 semaines. Je pense aussi aux lois qui ont précédé, comme par exemple la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, loi qui a supprimé le critère de la situation de détresse. Pour autant, je persiste et je signe. Accompagner les initiatives parlementaires pour graver dans le marbre de notre Constitution le droit fondamental à l'IVG me paraît aujourd'hui pertinent en ces temps troublés où des projets politiques n'ont certes pas cours dans cet hémicycle, ou si peu, projets qui grandissent et rendent possible des reculs drastiques pour le droit des femmes. D'abord, disons-le, cette inscription aurait la force du symbole. Force du symbole qui n'est pas anodine lorsque l'on parle de la loi suprême de notre pays. Car oui, la Constitution est le texte fondateur de notre État de droit, le socle commun des valeurs de notre République et des libertés fondamentales de notre société. Dès lors, quel beau symbole pour la France, pays des droits de l'homme, que celui d'élever au plus haut rang de la hiérarchie de ces normes le droit de la femme à disposer, monsieur le sénateur, de son propre corps. En ces temps de division, de perte de repères, quel plus beau message envoyé à plus de la moitié de la population française pour lui dire que la Constitution lui garantit le droit à disposer de son corps et donc le droit à l'émancipation. Car oui, au-delà du symbole, il y aurait des conséquences concrètes
alors que le Conseil constitutionnel a rattaché l'IVG à, je cite, « la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », inscrire l'IVG dans la Constitution permettrait de le consacrer enfin comme un droit fondamental et non simplement comme une liberté-autonomie, comme disent les juristes constitutionnels. Mais il y a une autre raison, plus pragmatique, sur laquelle je veux insister un instant en tant que garde des Sceaux. Cette raison, elle est évidente. Changer la Constitution est beaucoup plus difficile que changer la loi. Aujourd'hui, consacré par la loi, si le droit à l'IVG était demain protégé au niveau constitutionnel, il ne pourrait être remis en cause que par le pouvoir constituant. Car cela nécessiterait à tout le moins que les deux chambres, et vous connaissez bien sûr la règle, soient d'accord pour y consentir. Première difficulté et pas des moindres. Puis dans un second temps, que le Parlement réuni en congrès ou que nos concitoyens par référendum valident, ce qui serait une régression terrible pour la condition des femmes. Je veux m'appesantir un instant pour vous dire le fond de ma pensée, du fond de mes tripes, et pardonnez-moi cette familiarité. Je veux vous montrer comment la course des choses, comme disait Alain, justifie que nous soutenions l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Alors que Simone Veil s'exprimait le 26 novembre 1974 devant l'Assemblée nationale pour porter cette grande loi, elle inscrivait son projet sous le signe de l'espérance. Permettez-moi humblement de reprendre ici ces mots alors qu'elle concluait son discours pour convaincre les députés encore hésitants. Mesdames, Messieurs les députés, je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. C'est simple. Simone Veil croyait profondément que la loi qu'elle portait alors permettrait à la société française de progresser et l'avenir lui a bien heureusement donné raison. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, j'aimerais tant vous dire à cette tribune, un 19 octobre 2022, presque 50 ans après la légalisation de l'avortement, que non, moi non plus je ne redoute pas l'avenir. J'aimerais tant aujourd'hui ne pas être de ceux qui tremblent face à l'avenir et aux incertitudes qu'il charrie parfois. J'aimerais tant être de ceux qui, tranquilles et d'un pas assuré, avancent insouciants sur le chemin de la vie, croyant ce qui est acquis et que ce qui est acquis, et que ce qui est là le sera pour toujours. J'aimerais tant, enfin, être de ceux qui, d'un revers de main, balayant les exemples étrangers, et en particulier l'exemple américain, où le droit recule, et avec lui souvent la condition des femmes, qui peut aujourd'hui dire ce qui s'est produit aux États-Unis ne pourrait pas se produire en France. Et soyons clairs, qu'est-ce qui a amené la décision de la Cour suprême américaine? L'élection d'un président populiste, légitimement élu, certes, disposant d'une majorité au Sénat américain, qui a pu nommer au cours de son mandat 4 juges de la Cour suprême. Pardon ? Je ne pense pas que les membres du Conseil constitutionnel soient nommés exclusivement par un président de la République, fût-il populiste. Pardon. Il y aurait là de quoi déstabiliser une véritable institution. Je ne pense pas que nos textes le permettent. Le constat, il est simple. Il est simple, politiquement et juridiquement. Un président ou une présidente disposant presque naturellement d'une majorité pourrait, je dis bien pourrait, revêtir en l'état actuel du droit sur cette avancée historique et démocratique que représente le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est d'ailleurs le cas chez certains de nos voisins européens. C'est donc pour des raisons totalement opposées à celles de l'illustre Simone Veil, parce que précisément je redoute l'avenir, que je suis aujourd'hui favorable à ce qu'on élève sa grande loi, celle de 1975, telle qu'aujourd'hui modifiée, sa grande conquête, celle de toutes les Françaises, au sommet de la
hiérarchie des normes. Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, je veux mettre le droit à l'IVG dans notre Constitution, là précisément où il ne sera pas possible de l'en retirer sans l'accord du Sénat. Car je sais que là encore, il sera, comme toujours, le garant de nos droits les plus fondamentaux. Je le dis sans aucune flagornerie, inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, c'est aussi s'assurer que le Sénat, dans sa grande sagesse, soit assuré d'avoir le dernier mot si d'aventure un président, une présidente et sa majorité souhaitaient l'abroger. Je crois avec force au rôle presque informel mais pourtant bien réel et durable du Sénat en tant que garant de notre bien commun, de notre conscience collective. On dit souvent que le président Mitterrand a été particulièrement courageux d'abolir en 1981 la peine de mort, alors que nos compatriotes y étaient majoritairement opposés. Mais ce que l'on ne dit jamais, c'est que le Sénat a lui aussi, tout aussi courageusement, adopté conforme, 12 jours à peine après l'Assemblée nationale, la loi que portait alors Robert Badinter. Mesdames et messieurs les sénateurs, ne vous trompez pas, inscrire aujourd'hui le droit à l'IVG dans notre Constitution n'est pas une mesure gadget, un artifice de communication ou un mouvement de panique face à un exemple étranger lointain. Inscrire le droit à l'IVG, cette liberté fondamentale et inaliénable de la femme, c'est une sécurité pour toutes les femmes de ce pays. Mesdames et messieurs les sénateurs, faites en sorte que personne ne puisse abolir demain ce droit sans que vous soyez consultés. Les temps troublés et les remous ne sont jamais loin dans le frêle esquif de la démocratie qui mérite toute notre attention. En tant qu'ancien avocat, mais aussi en tant que citoyen, j'ai toujours essayé de faire en sorte que jamais l'on n'oublie que notre démocratie, notre État de droit, les libertés fondamentales qu'il consacre sont des biens précieux, nos joyaux communs pour lesquels il est indispensable de se battre sans relâche. En tant que garde des Sceaux, il est désormais de mon devoir de les préserver. C'est pourquoi je dis aux sénatrices et sénateurs que vous êtes, ne prenons pas de risques et protégeons autant que notre droit le permet cette liberté fondamentale des femmes qu'est le droit à l'IVG. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une entreprise aisée, je le dis avec gravité. On ne doit toucher à la Constitution, selon la formule consacrée, que d'une main tremblante. C'est pourquoi il nous faut avoir à l'esprit que le détail de la rédaction qui serait in fine retenu sera déterminant, tout comme le périmètre exact de la réforme. Une rédaction inadaptée pourrait en effet conduire à consacrer un accès sans condition à l'IVG. Je pense par exemple à des IVG bien au-delà de la limite légale en vigueur, ce qui n'est pas souhaitable, nous en convenons. Une écriture mal soupesée pourrait également s'avérer trop rigide et empêcher une adaptation possible du dispositif actuel si celle-ci s'avérait nécessaire, comme cela a d'ailleurs été le cas en mars dernier. Il nous faudra, au cours des débats ici et à l'Assemblée, rester très vigilants sur les possibles effets de bord. Il nous faudra également rester vigilants sur le choix de la place à laquelle inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, afin de donner tout son sens à cette reconnaissance, toute sa cohérence au regard, naturellement, des autres dispositions constitutionnelles. Mais ma crainte première, et elle semble fondée, c'est qu'il n'y ait justement pas ce débat, car j'ai pris acte du rejet du texte par votre commission des lois. Laissez-moi vous dire, avec la liberté qui est la mienne, que je le regrette. Pas tant pour le détail de l'écriture de la proposition de loi de la sénatrice Vogel, sur laquelle je rejoins d'ailleurs un certain nombre de craintes de la rapporteure Agnès Canayer. Je le regrette car cette décision souveraine de votre commission acte, au fond, un refus de principe de constitutionnaliser le droit à l'IVG.
Il n'est même pas question pour la Commission de travailler sur une meilleure rédaction possible. Non, il s'agit d'un refus pur et simple qui condamne par anticipation toute initiative, d'où qu'elle vienne. Or, vous le savez sans doute, sans l'aval du Sénat, le verrou sacré de notre Constitution ne peut être levé. Il faut pourtant que le débat vive. Et j'espère donc que l'hémicycle dira non, nous ne fermons pas la porte d'emblée, essayons d'avancer ensemble sur cette proposition ou celle de la présidente Berger ou Panot, essayons d'entendre les pour, mais aussi bien sûr les contre, essayons d'entendre les craintes pour les apaiser et surtout travaillons ensemble pour trouver la meilleure rédaction possible et de ne pas manquer cette occasion alors que les planètes s'alignent aujourd'hui pour permettre enfin cette constitutionnalisation. Je le dis et je le regrette, si le Sénat est prêt à avancer avec prudence et sans idéologie sur cette question, le gouvernement répondra présent. De fait, il répond déjà présent aujourd'hui devant vous. Car oui, le gouvernement, vous l'avez compris, est favorable à la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Je le dis également, le gouvernement répondra présent pour soutenir chacune des initiatives parlementaires qui sont nombreuses en la matière. Les rédactions proposées sont diverses et je suis persuadé que ces initiatives, je pense à celle de la présidente Aurore Berger, à sa collègue Marie-Pierre Rixain, qui portent toutes les deux avec force et constance ce combat, nous permettront d'atteindre, je le crois, la meilleure rédaction possible. Avant de conclure mon propos, je veux dire ici à ceux qui nous regardent qu'il ne s'agit pas de livrer tel ou tel parlementaire à la vindicte des réseaux sociaux, comme cela a pu être fait. Je pense à la présidente Billon, lors de la présentation de sa proposition de loi. J'ai éprouvé personnellement depuis 2 ans, et sur de très nombreux textes, votre engagement sans faille, Madame la sénatrice Canayer, pour la défense de notre État de droit et des droits de nos concitoyens. Le débat politique, il est fait bien sûr de désaccords, et tout le monde a dans cet hémicycle le droit d'exprimer librement ses opinions sans crainte d'être inquiété. Le débat politique, il est aussi fait d'accords et de convergences patiemment construits sur le chemin du compromis. Avançons ensemble sur ce chemin du compromis, mesdames et messieurs les sénateurs, comme nous l'avons fait tant de fois, sans démagogie, sans idéologie, pour renforcer à nouveau les droits de l'homme qui sont cet après-midi ceux de la femme. La parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, cher Éric, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci, Monsieur le garde des Sceaux, pour votre discours puissant. Merci pour vos mots. C'est la première proposition de loi qu'il me revient de soutenir aujourd'hui devant vous, comme ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis fière qu'il s'agisse de celle consistant à inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, d'entourer ce droit conquis de haute lutte après des années de combats féministes et grâce à l'opiniâtreté et la force de Simone Veil, de l'entourer d'un rempart, car il faut le préserver, le protéger contre les menaces de vents mauvais ou les courants réactionnaires. Ce rempart doit être à la hauteur de ce qui fonde notre République, une, libre, égale, fraternelle. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution
du 4 octobre 1958. Vous l'avez rappelé, Monsieur le garde des Sceaux, il est beaucoup plus difficile de changer une constitution que de changer la loi, qu'une autre loi, une autre majorité peut défaire en quelques mois. Parce que non, Madame la rapporteure, malgré le respect que je peux avoir pour vos travaux, nous ne sommes à l'abri de rien. Quelle Américaine aurait imaginé, il y a 2 ou 3 ans, encore voir s'effondrer la protection de ce droit, soumis désormais aux aléas politiques des différents États membres des États-Unis? Aurait-on pensé, il y a moins de 2 ans, au sein même de l'Union européenne, que des États reviennent sur le droit à l'IVG en autorisant les femmes à avorter seulement en cas de viol ou de grave danger, ou en les contraignant à écouter le cœur du fœtus avant de prendre leur décision? Depuis 2017, le gouvernement et la majorité n'ont au contraire cessé de renforcer la législation en matière de droits sexuels et reproductifs, en donnant un accès gratuit à la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans, en allongeant les délais d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse, en prévoyant le tiers payant intégral de l'IVG afin notamment d'en assurer la confidentialité, et en soutenant résolument le planning familial dont les financements seront augmentés pour le lancement de leur chat visant à lutter contre la désinformation. Ce combat, avec François Braun, ministre de la Santé, nous le poursuivons en rendant dès l'an prochain la pilule du lendemain gratuite, sans ordonnance pour toutes les femmes. Ce combat, avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, nous le menons cet après-midi avec la représentation nationale. Et je remercie Madame la sénatrice Mélanie Vogel de nous en donner l'occasion à travers cette proposition de loi constitutionnelle. Une proposition que porte également la majorité parlementaire emmenée par Aurore Bergé. Je remercie par ailleurs l'ensemble des parlementaires engagés et particulièrement les membres de la délégation à l'égalité femmes-hommes du Sénat, conduite par Annick Billon, avec laquelle j'échange de manière très régulière et très constructive. Ce combat, la France le mène également hors de ses frontières. C'est dans ce sillon que le président de la République a affirmé le 19 janvier dernier devant les eurodéputés vouloir inscrire le droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et c'est dans ce sillon que s'inscrit notre diplomatie féministe dont le Forum Génération Égalité, organisé à Paris en juillet 2021, a constitué le point culminant. La contribution de la France pour les droits sexuels et reproductifs à l'échelle internationale se hisse à hauteur de 400 millions d'euros sur 5 ans. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les droits sexuels et reproductifs conditionnent tous les autres droits des femmes. Détricoter, écorner ou nier ces droits constitue assurément une forme de violence fondée sur le genre. Parce que les droits des femmes sont des droits humains, ils ne sont ni chécables, ni hiérarchisables. Ce ne sont pas des droits à moitié, mais des droits fondamentaux, inaliénables, qu'il convient de protéger et de consolider. Aucune femme, aucune de nos filles ne doit vivre en France dans la peur d'être un jour dénoncée, arrêtée, jugée pour avoir avorté, comme ce fut le cas de Marie-Claire en 1973, jugée au tribunal de Bobigny et remarquablement défendue par Gisèle Halimi. Cette garantie, notre République doit leur apporter. C'est pour toutes ces raisons que, comme l'a déjà exprimé la Première ministre, le gouvernement est favorable à la constitutionnalisation de l'IVG. Et n'en déplaise à l'extrême droite, qui, malgré le vernis qu'elle tente de nous montrer, n'a jamais été et ne sera jamais l'allié des droits des femmes. Nous devons être collectivement lucides. La menace d'un retour en arrière n'est pas une chimère. L'exemple américain, le pays d'Elizabeth Cady Stanton, est un avertissement. S'attaquer à l'avortement, c'est s'attaquer à toutes les femmes.
et c'est s'attaquer à la liberté. Le gouvernement sera toujours du côté des femmes et de la liberté. Je vous remercie. Merci. Alors nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable. Monsieur Stéphane Ravier a déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer la question préalable au texte en discussion. La parole est donc à monsieur Stéphane Ravier pour la motion et pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, mes chers collègues. L'immigration jusqu'au remplacement, l'islamisme jusque dans nos écoles, l'insécurité jusqu'à la barbarie, la fiscalité jusqu'aux raquettes, la précarité jusqu'à la pauvreté de masse, les sujets graves ne manquent pas en France, mais nous voilà en train de perdre un temps précieux en discutant d'une problématique importée des États-Unis sans aucun rapport avec la réalité de notre pays. Et c'est pourtant ce dont les auteurs de ce texte se réclament dans l'exposé des motifs. Vous êtes hors sujet. Je dirais même qu'il n'y a pas de sujet. C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d'enterrer ce texte avant même son examen. Un texte dangereux, inutile, qui permet à ses auteurs de faire de l'agite-propre, comme l'a lui-même analysé et dénoncé dans le Figaro du jour l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl. Vous avez voté le prolongement de l'avortement jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée dans un texte de loi du mois de mars. Ces attaques envers la vie ne vous suffisent-elles pas? C'est complètement anachronique de dire que l'avortement est menacé dans notre pays quand il existe un délit d'entrave de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour quiconque tenterait d'y opposer un avis contraire. En 2021, ce sont encore 223 000 avortements qui ont été réalisés, aggravant l'hiver démographique français. Cela ne vous suffit toujours pas. Il y a des impératifs de santé dans notre pays dont ce texte nous détourne. L'avortement invoqué pour les cas d'urgence dans la loi Veil est devenu un avortement banalisé, encouragé en 2022. Pourtant, il faut le rappeler, ce n'est pas un acte anodin. Moi, je suis plutôt inquiet des tournures que prennent les propositions actuelles. Je vous rappelle cet amendement sur l'avortement à 9 mois. 9 mois. En invoquant une détresse psychosociale, vous considérez que cet infanticide légalisé est un progrès. Je considère que c'est une ignominie qui vous déshonore. Souvent, les femmes avortent sous la contrainte psychologique ou économique. Accompagnons-les, soutenons-les. Elle est là, la mission du politique. Il est là notre devoir. De plus, sur le plan juridique, ce texte vient encombrer la Constitution dans son article 8, pourtant consacré au pouvoir judiciaire. La Constitution régit l'organisation des pouvoirs publics, elle n'est pas une charte de droit. J'ai entendu que les auteurs de la loi souhaitaient constitutionnaliser un droit pour empêcher les lois régressives. Je trouve pourtant que l'adjectif régressif est tout à fait celui qui correspond aux infâmes lois bioéthiques que nous avons votées, que vous avez votées ces dernières années, et quelque chose me dit que le pire est encore devant nous. Cette proposition de loi co-signée par 5 présidents de groupes écologistes, socialistes, communistes, Renaissance et radicaux nous donne à voir un front commun. C'est une clarification de position pour une plus grande clarification encore. Merci, chers collègues. Et je vous propose donc... La parole est à madame Mélanie Vogel, contre la motion. Merci. Vous êtes à cheval aujourd'hui sur le temps de parole. Je crois que vous pouvez le dire toujours. Ça dépend pour qui. Je suis toujours... C'est pas grave. Madame Vogel, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais vous dire une chose, Monsieur Ravier. J'aurais presque envie de vous remercier. Évidemment, je ne vais pas le faire. Mais vous êtes exactement en train de démontrer pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Comme le dit... Comme le dit si souvent, et si souvent si bien Laurence Rossignol, il n'y a pas d'exception française eu égard à l'extrême droite. L'extrême droite française, elle est comme l'extrême droite partout. Elle s'oppose aux droits des femmes, elle s'oppose aux droits sexuels et reproductifs, elle déteste tous les acquis de la République, tous les progrès que les féministes ont acquis de haute lutte, elle déteste l'égalité des droits et la liberté. Et n'ayez aucun doute, chers collègues, sa détermination à les détruire, si par le pire des malheurs de l'histoire elle arrivait au pouvoir en France, est totale, évidente et parfaitement transparente.
transparente. On nous raconte que le droit à l'IVG n'est pas menacé en France, qu'aucun parti politique en France ne peut revenir sur le droit à l'avortement. Eh bien, voilà, la force politique qui a fait 42% des voix au second tour de l'élection présidentielle vient de vous prouver le contraire. Alors oui, c'est vrai, il y a une clarification. Il y a ceux dans cet hémicycle, celles et ceux qui sont en faveur des droits et des libertés fondamentales, y compris les droits et libertés fondamentales des femmes, et celles et ceux qui ne le sont pas. Alors, chers collègues, la question, de quel côté êtes-vous? Je vous le demande encore une fois, surtout à celles et ceux qui, dans cet hémicycle, tiennent encore à tenir l'extrême droite et son projet à distance. Prenez la mesure du moment historique que nous vivons. Les fascismes progressent et avec eux les attaques de nos droits les plus fondamentaux. Personne ne sait qui gouvernera la France en 2027. Quelle sera la prochaine majorité à l'Assemblée nationale? Personne. Nous sommes ici une majorité, je crois, dans cette Assemblée, à rappeler notre attachement au droit à l'IVG. Eh bien, prouvons-le. Merci. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Merci Madame la Présidente. Alors la commission des lois n'a pas pu se réunir, mais j'émets un avis évidemment défavorable à cette question préalable. Il est nécessaire, même si nous avons des oppositions, justement, que le débat démocratique se fasse ici au Sénat de manière calme et sereine. Et c'est ici la force du Sénat de pouvoir débattre en respectant les convictions des uns et des autres. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous pensions avoir exposé tous les arguments qui nous étaient venus en tête. Nous avons partagé d'ailleurs un certain nombre de ces arguments, évidemment. Et puis, voilà que monsieur le sénateur Ravier nous chamboule. Vous voyez ? Au fond, monsieur le sénateur, l'imaginaire, voyez-vous, est souvent le dernier refuge de la liberté. Et alors, vous nous donnez une formidable raison de voter ce texte. Non mais imaginons, vous voyez, imaginons, je vous le disais à l'instant. Oui, ben c'est le dernier refuge de la liberté. Mais imaginons qu'un jour, vous soyez au pouvoir, ce qu'à Dieu ne plaise. Ben, moi, je pense que l'avortement est sérieusement menacé dans ce pays, vous voyez. Ah ouais. Ouais. Bon, et puis je vais vous dire une chose, là, quand on parle de droits de l'homme et surtout de droits de la femme, on n'est jamais hors sujet, monsieur le sénateur. Voilà. La question, elle se pose quand on vous voit, quand on vous entend vous exprimer. Il est plus mariniste d'ailleurs, il est zémourien, monsieur le sénateur, on va le dire. Il a changé de bord, ouais. Un peu plus à droite encore. Mais il a été élu sous l'étiquette de Marine Le Pen, il est parti plus à droite encore. Bon, nous verrons tout ça, ça c'est de la petite politique politicienne. Mais merci de nous avoir apporté ce témoignage. Vous voyez, moi, monsieur le sénateur, les mots que vous avez utilisés à la tribune, je n'aurais jamais osé les prononcer. Merci d'être là, vraiment, merci. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Je vais passer aux explications de vote. Alors, je voudrais vous rappeler que s'agissant d'une proposition de loi constitutionnelle, il y aura un scrutin public. Et je passe la parole à monsieur Iacovelli. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La France, elle ne vit pas dans un vase clos, elle ne vit pas en vase clos les débats de société qui transcendent les frontières et donc on ne peut pas rester insensible et sourd aux atteintes aux droits des femmes qui traversent les différents pays et d'ailleurs pas seulement outre-Atlantique. Je pense sur le continent européen, je pense à l'Italie qui dernièrement avec Meloni souhaite développer des... D'ailleurs vos amis, monsieur Ravier, vos amis qui sont aux responsabilités, donc Meloni des alternatives à l'avortement et notamment en donnant une allocation pour éviter d'avorter. Hein ? En Pologne, d'autres amis, monsieur Ravier, en Pologne a rendu un arrêté... S'il vous plaît, monsieur Ravier. Monsieur Ravier, s'il vous plaît. Qui équivaut à une interdiction
de l'interruption volontaire de grossesse. En Hongrie, un autre ami à vous, monsieur Ravier, le mois dernier a durci la réglementation et que tout le monde le sache aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé aux femmes qui souhaitent avorter d'écouter le cœur de du fœtus des enfants, d'accord, pour éviter d'avorter. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui de votre famille politique à travers l'Europe et c'est ça la réalité des attaques contre l'interruption volontaire de grossesse. Alors moi, chers collègues, j'ai 4 questions à vous poser. 4 questions à vous poser. Est-ce qu'on est, en tant que législateur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est en tant que législateur, est-ce que nous soutenons le droit à l'interruption volontaire de grossesse, cette grande loi de progrès? Est-ce que nous soutenons le droit des femmes à disposer de leur corps? Est-ce que nous soutenons, en tant que Français, nous sommes attachés à ce que la France, qui reste ce phare des droits dans un océan de pays qui attaquent effectivement les droits des femmes à travers le monde? Et est-ce que nous souhaitons, et là je pose la question aussi au gouvernement, est-ce que nous souhaitons que par cette constitutionnalisation, nous puissions pousser le gouvernement à faire en sorte que ce droit soit effectif dans l'ensemble des territoires et notamment dans la ruralité? Alors, merci, mes chers collègues, je voudrais juste finir. Donc, non, si merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Je ne peux pas laisser. La parole est à monsieur le questeur Bas. Monsieur le questeur Bas, vous avez la parole. Je suis désolée, je donnerai la même... Non, je donnerai le même temps de parole pour tout le monde. Je rappelle, c'est 2 minutes et c'est pas 10 secondes de plus ou 30. Monsieur le questeur Bas. Mes chers collègues, sommes-nous, Sénat de la République, encore capables aujourd'hui de discuter sereinement d'un sujet essentiel pour la vie de notre société? Sommes-nous capables de laisser un instant de côté les passions et de faire un travail utile pour notre pays? Je le souhaite. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez invoqué Simone Veil. Bien que j'ai été l'un de ses plus proches collaborateurs et que je lui sois resté fidèle jusqu'au bout, je ne parlerai pas en son nom. Nul n'a le droit de le faire. Mais le vrai combat, c'est elle qui l'a mené. Le vrai courage, c'est elle qui l'a eu. Et il importe aujourd'hui encore de lui en rendre hommage, car les équilibres qu'elle a su trouver sont ceux sur lesquels nous vivons 50 ans, un peu moins, après. Et c'est très important de le dire, ne déplaçons pas ces équilibres. Alors, monsieur le garde des Sceaux, je ne comprends pas exactement votre position. Vous avez parlé de symboles, de beaux symboles. D'accord pour les beaux symboles. Mais ici, nous légiférons. Et quand nous légiférons sur la Constitution, nous ne cherchons pas des symboles. Nous cherchons à être utiles à notre pays. Or, à la fin de votre propos, vous n'avez pas manqué, et vous ne pouviez pas faire autrement, de prendre des distances à l'égard du texte qui nous est proposé et de montrer que celui-ci devrait être amélioré sur bien des points parce qu'il ne vous paraît pas apporter toutes les garanties possibles. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas pris l'initiative d'un projet de loi et il nous condamnerait à avoir un référendum sur ce sujet. Même règle pour tout le monde, chers collègues. La parole est à monsieur Hervé. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues. Le groupe de l'Union centriste ne votera pas cette motion tendant à opposer la question préalable parce que le débat a eu lieu sereinement en commission. Madame Vogel a été invitée à présenter sa proposition de loi. Ça a été un vote de la commission des lois qui l'a permis, mon cher collègue. La rapporteure a fait un travail qui est un travail équilibré et le débat a pu avoir lieu. Le principe d'une discussion générale, c'est de permettre à tout un chacun d'exposer son opinion. Et je trouve qu'à l'instant où on se parle, le débat dérape. Donc j'aurai pour le compte du groupe de l'Union centriste l'occasion de rappeler la position majoritaire dans le respect de ceux qui voteront différemment. Et donc je souhaite, au nom de mon groupe, que ce débat puisse avoir lieu et que le calme revienne. Merci, chers collègues. Alors, je vais consulter le Sénat sur la motion tendant à opposer la question préalable. Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du texte en discussion.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin numéro 7 sur la motion numéro 1. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 345. Nombre de suffrages exprimés 345. Pour l'adoption 1. Contre 344. Le Sénat n'a pas adopté. Dans la suite de la discussion générale, je vais donner la parole à Monsieur Stéphane Artano pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilants votre vie durant. Oui, vigilants, nous devons l'être, mes chers collègues. Cet avertissement de Simone de Beauvoir est tristement prémonitoire et d'actualité. En effet, 50 ans après l'adoption de la loi Veil, force est de constater que le droit à l'avortement est loin d'être acquis. Entre interdiction totale et restriction, il faut savoir que les avortements clandestins provoquent en moyenne la mort d'une femme toutes les 9 minutes dans le monde. Sans me livrer à un commentaire de la jurisprudence de la Cour suprême américaine, je retiendrai que le droit à l'avortement est l'une des premières cibles des conservateurs excessifs. Alors j'entends, et d'une certaine façon, je comprends les arguments mis en avant par notre rapporteur. Il n'y a rien de faux à dire que ce procédé n'empêcherait pas, d'une part, la possibilité d'une nouvelle révision constitutionnelle, afin de faire céder la disposition protectrice. D'autre part, son inscription pourrait participer à une inflation des droits constitutionnels assimilable à l'inflation législative. Les reproches faits à la loi bavarde se reporteraient sur la Constitution et plus largement sur le bloc de constitutionnalité tendant à devenir trop large et perdant en efficacité. À cela, vous ajoutez que le Conseil constitutionnel défend déjà l'accès à l'IVG comme composante de la liberté de la femme, laquelle découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'un point de vue du droit, tout cela se tient, d'autant qu'en France, fort heureusement, ceux qui voudraient remettre en cause l'IVG et la contraception sont extrêmement minoritaires. Nous sommes donc face à un texte qui, d'un point de vue juridique, on peut justifier qu'il ne soit pas nécessaire, d'un point de vue social non plus. Pour autant, j'en suis co-signataire de cette proposition portée par notre collègue Mélanie Vogel et je la voterai bien évidemment. En premier lieu, parce qu'il faut y voir un moyen de défense des droits des femmes dans notre pays. En second lieu, parce que c'est une façon de dire aussi que la France ne cédera pas à l'obscurantisme et au populisme. Montrons l'exemple quand d'autres cèdent au recul des idées pour la liberté et l'émancipation. Continuons à affirmer que les droits à l'IVG et à la contraception ne sauraient être malmenés à l'avenir. Ils ne sont pas tributaires d'interprétation. Il est trop précaire de se résoudre sur un tel sujet à la seule interprétation depuis 2002 par les juges d'un article datant de plus de 2 siècles. Par ailleurs, un revirement de jurisprudence et d'interprétation serait trop simple à justifier. J'entends déjà ceux qui nous expliqueraient qu'au sens strict ou historique,
L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne se réfère ni à l'IVG ni à la contraception. Autrement dit, ce qui est arrivé aux États-Unis pourrait arriver chez nous également. Il faut donc aller au-delà, comme le propose cette proposition de loi. La constitutionnalisation d'un droit est un processus efficace, vous l'avez rappelé, monsieur le garde des Sceaux, afin de sanctuariser dans le texte suprême un droit autonome et le protéger de toute volonté politique, que ce soit celle du législateur ou des juges. Bien sûr, dit qu'il y a un droit constitutionnel fondamental ne sera pas suffisant à faire qu'il le soit. Nous devons poursuivre nos efforts, mais ça a été rappelé, pour qu'il soit effectif, qu'il s'inscrive dans les mœurs. L'éducation des jeunes générations est essentielle de ce point de vue. Il faut aussi empêcher toute restriction de personnel et de suppression de centres pratiquant l'avortement lors de restructurations hospitalières, et nous en sommes évidemment bien d'accord. Vous l'aurez compris, dans sa grande majorité, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. La parole est à madame Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes, chers collègues. Madame le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues, à l'instar de la quasi-totalité des sénateurs du groupe Les Républicains, je ne voterai pas ce texte. Je ne le voterai pas, et j'ai peu de temps pour vous expliquer pourquoi je ne le voterai pas, et je risque d'être un peu brutal. Je ne le voterai tout simplement pas parce que c'est de la mauvaise législation. C'est de la mauvaise législation, et nous sommes essentiellement des législateurs. Ici, nous ne sommes pas des militants quand nous rentrons dans cet hémicycle. Nous ne décernons pas des brevets de morale. Nous ne faisons pas de la politique fiction. Nous faisons la loi, et ce serait, à l'évidence, de la mauvaise loi. Ce serait de la mauvaise loi d'abord parce que c'est un texte de réaction. Réaction, effectivement, à une décision qui a été prise par la Cour suprême des États-Unis et qui vise à renvoyer aux États fédérés le soin de légiférer sur l'IVG. Le fait que pas moins de 6 propositions de loi aient été déposées démontre bien que c'est en réaction à cet événement que ce texte nous est proposé aujourd'hui visant à constitutionnaliser la liberté des femmes de recourir à l'IVG. La réaction précède toujours la réflexion et elle nous fait envisager une situation par la fenêtre étroite et déformante de l'émotion plutôt que de l'envisager dans toute sa complexité. Le deuxième défaut de cette législation est que, vraisemblablement sans le vouloir, elle met à mal notre ordonnancement juridique. Alors, je ne suis pas une fétichiste du droit, et je pense que le droit n'est qu'un outil. Mais avouons qu'en France, nous avons une boîte à outils assez garnie, et si nous voulons qu'elle reste opérationnelle, eh bien, il faut qu'elle soit toujours rangée. Or, la Constitution contient l'organisation des pouvoirs publics et aussi affirme un certain nombre de droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel nous indique, quant à lui, dans une jurisprudence constante, que le droit des femmes, la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG est la déclinaison d'un de ces droits fondamentaux. Mais si nous inscrivons dans la Constitution la déclinaison de tous les droits fondamentaux, au mieux nous en ferons une espèce de code général, au pire nous la rendrons illisible et nous en détruirons tous les effets. Cela est à peu près intangible, mes chers collègues. Et enfin, et je reprends là les mots de monsieur le garde des Sceaux, ce texte est fait pour être un symbole. La loi n'est pas un symbole. La Constitution n'est pas un symbole. Nous sommes tous touchés ici par le cas des femmes américaines qui, suivant les États dans lesquels elles vivront, ne pourront plus profiter de cette liberté d'avoir recours à l'IVG. Et nous l'entendons parfaitement. Mais même si la France est le phare, ou a été le phare, des libertés individuelles et de l'universalisme, nous ne pouvons pas nous servir de notre Constitution comme d'un message à envoyer aux femmes du monde entier. Un texte de loi est fait pour produire de l'effet, pas pour être symbolique. Alors, il ne m'échappe pas que l'effet escompté de ce texte est de protéger cette liberté des femmes de recourir à l'IVG. Mais là encore, mes chers collègues, la Constitution n'est pas un coffre-fort. Ou alors, le législateur en a le code depuis fort longtemps, puisque depuis 1958, nous n'avons pas modifié la Constitution moins de 24 fois. Et cet effet n'est guère protecteur, mais d'autres auront le temps de le développer après moi. Et puis surtout, les protéger de quoi? Quel danger menace aujourd'hui la liberté des femmes? Quel danger elle menace? Nous avons eu récemment des élections nationales. Quel parti politique a développé dans son programme l'abrogation de l'interruption volontaire de grossesse? Aucun.
Aucun, car cela n'est pas à l'ordre du jour. Personne en France n'est opposé à l'IVG. Ça ne veut pas dire que personne ne le soit à titre personnel, mais chacun garde ça dans son fort intérieur aujourd'hui. Et c'est précisément tout le danger de ce texte, car vous savez que pour aboutir, cette procédure doit nous conduire au référendum proposé par le président de la République. Chacun sait que les résultats d'un référendum éclairent moins sur l'état de l'opinion sur la question posée que sur la popularité de celui qui pose la question. Tout cela est très hasardeux, me semble-t-il. Et surtout, lorsque nous avons un référendum, nous avons un débat. Et lors de ce débat, ceux qui gardaient leur opposition à l'interruption volontaire de grossesse dans leur fort intérieur, eh bien, seront amenés tout à fait légitimement à le déposer sur la place publique. Et nous allons arriver avec ce texte, nous allons arriver à la situation dans laquelle, pour protéger la liberté des femmes d'une menace qui est inexistante en France, et nous légiférons pour le sol français et pour le droit français, nous allons remettre en débat une liberté qui semblait pour les femmes acquise depuis des décennies. Alors, mes chers collègues, si véritablement vous voulez protéger les femmes, ne votez pas ce texte. La parole est à monsieur Pierre-Jean Verzelaine pour le groupe Les Indépendants et pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, avant janvier 1975, c'était hier, l'avortement était un délit pénal sanctionné jusqu'à 5 ans de prison. Les médecins pouvaient être condamnés à une interdiction d'exercer et les femmes concernées, elles, étaient contraintes d'aller à l'étranger ou de recourir à des avortements clandestins. La reconnaissance de l'interruption volontaire de grossesse a été le fruit d'un long combat. On se souvient du manifeste des 343, on se souvient de l'acquittement de la jeune Marie-Claire, on se souvient moins de la première tentative très encadrée de légalisation qui a échoué en 1973 et portée par Michel Poniatowski. À l'époque, ce sujet a profondément divisé la société. Les débats au Parlement se sont déroulés dans une rare violence. Simone Veil, soutenue par Jacques Chirac, par une partie de la majorité et par l'opposition, défenda son texte avec acharnement malgré les attaques personnelles. Son combat, c'était celui de toutes les femmes. Lors de son discours devant l'Assemblée nationale, elle déclara « Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement ». Cette phrase, c'est évidemment toujours une réalité, car même s'il s'agit d'une décision réfléchie, pesée et assumée, un avortement demeure et demeurera toujours un événement marquant, un drame dans la vie d'une femme. Suppression de la notion de détresse, allongement des délais d'avortement, remboursement à 100% par la Sécu. Depuis, la loi s'est adaptée et a été améliorée. Nous pouvons ici tous ensemble en convenir, la France n'est pas aujourd'hui, je veux dire à l'heure à laquelle on parle, menacée de connaître un retour en arrière sur ce sujet. D'ailleurs, aucune parole crédible ou reconnue comme telle, ou en tout cas qui a une certaine audience, ne le réclame ou ne le revendique. Bien qu'attachés à la protection fondamentale de l'interruption volontaire de grossesse, certains des collègues de mon groupe ne voient pas la justification juridique de cette démarche. Ils considèrent qu'il s'agit d'un texte déclaratif, qui n'aura pas d'issue positive, un symbole qui ne fera pas avancer concrètement l'accès à l'IVG et à l'avortement, et qu'enfin, toucher à la Constitution sur des questions sociétales revient à ouvrir une boîte de Pandore. C'est la raison pour laquelle certains élus de notre groupe s'abstiendront ou voteront contre cette proposition. Sur le sujet de l'IVG, nous sommes forcés de constater que toutes les autres démocraties n'avancent pas au même rythme que la France. Au sein même de l'Union européenne, en Pologne, une loi vient de restreindre l'avortement qui n'est plus autorisé qu'en cas de viol ou d'inceste. De l'autre côté de l'Atlantique, la Cour suprême a remis en cause l'avortement. Chaque État est désormais libre d'interdire l'avortement. Une dizaine d'ailleurs ont déjà commencé à faire marche arrière. À nos frontières, en Italie, Madame Meloni, qui vient de remporter les élections, assume de favoriser le droit à ne pas recourir à l'IVG. Preuve que le combat de la liberté d'avorter n'est pas acquise là où nous devrions penser qu'il est intouchable. Madame la sénatrice, il y a certaines des convictions que vous portez que je ne partage pas. Votre conception de la société n'est pas vraiment la mienne. Le propos que vous avez tenu tout à l'heure est un peu agressif et un peu culpabilisant et je ne suis pas certain que ce soit la meilleure manière de défendre la cause que vous portez. Néanmoins, comme d'autres collègues du groupe, je voterai en faveur de vos propositions.
Car ce qu'une loi a fait, une autre peut la défaire. Ce sera beaucoup plus difficile quand elle sera inscrite et gravée dans le marbre de la Constitution. Pour en terminer, je fais remarquer que ça ne demande pas de saveur de voir celles et ceux qui remettent en cause nos institutions, qui parlent souvent de la 6e République, finalement s'appuyer sur la Constitution voulue par le général de Gaulle pour protéger un droit fondamental et essentiel des femmes de ce pays. Je voulais souligner cette avancée. Ainsi, comme je l'ai exprimé dans mon propos, fidèle à l'ADN du groupe Les Indépendants, chacun votera selon ses convictions. Merci. Merci, cher collègue. La parole est au président Guillaume Gontard pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires pour 4 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Qu'est-ce qu'une constitution ? Les étudiants en première année de droit et de sciences politiques, dès leur premier cours de droit constitutionnel, sont soumis à cette épineuse question. Et la réponse tient en 3 points. Premièrement, un traité d'organisation des pouvoirs publics garantissant leur séparation. Deuxièmement, un système de subordination des normes. Et troisièmement, un corpus de droits et de valeurs. La Constitution est notre norme suprême. Chacun sait ici la force juridique comme symbolique du texte constitutionnel, comme des principes à valeur constitutionnelle. Quand j'entends sur nos bancs qu'inscrire le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution ne servirait pas ou peu, je suis saisi par la surprise, encore plus après les propos abjects du sénateur Ravier. Alors non, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne protège pas positivement le droit à l'IVG. Et oui, son inscription dans le marbre constitutionnel, beaucoup plus dur à tailler que le calcaire de la loi, est une protection considérable accordée aux femmes, dont rêvent beaucoup à travers le monde et que l'on pleure de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un truisme qu'il faut étrangement répéter, et vous avez raison, Monsieur le Ministre, de le faire. Il est bien plus complexe de modifier le texte constitutionnel que la loi. A fortiori dans notre 5e République rationalisée, où l'exécutif tient le Parlement dans sa main. De l'autre côté des Alpes, malgré sa victoire d'une ampleur inédite, la coalition des gauchistes et de la droite n'est pas en mesure de changer la Constitution, et c'est un soulagement. Comme l'a rappelé Monsieur le garde des Sceaux, ne prenons pas de risques. Le funeste destin politique de nos voisins transalpins nous rappelle d'ailleurs que si l'IVG n'est pas aujourd'hui menacée dans notre pays, il faut profiter de ce moment pour le protéger avant qu'il ne soit trop tard. Pareille occasion ne se représentera pas d'aussitôt. Alors comment inscrire le droit à l'IVG dans le corpus de droits et de valeurs qu'est notre Constitution ? Ce débat est légitime et il est vrai que dans la tradition constitutionnelle française, ces droits et valeurs sont plutôt énumérés dans les textes historiques qui font la grandeur de notre pays, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le magnifique préambule de la Constitution de 1946, texte rattaché au préambule de la Constitution de 1958. Mais ce n'est pas une exclusive et on retrouve tout au long de ces articles de la Constitution nombre de valeurs cardinales et de droits fondamentaux de notre République, parmi lesquels l'égalité, la laïcité, la souveraineté nationale, l'abolition de la peine de mort. Alors que faire ? Écrire une nouvelle charte des droits des femmes pour compléter la trop masculine Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Renforcer l'article 1 qui assure déjà la parité politique ? Créer un article 66.2 pour interdire l'entrave à l'IVG ? Ce débat est fécond et légitime, mais ce n'est pas le débat du jour. Nous ne souhaitons pas aujourd'hui, sur la base de ce texte, engager un processus de révision constitutionnelle d'origine parlementaire qui déboucherait sur un référendum. Nous souhaitons aujourd'hui envoyer un message politique au gouvernement pour le rassurer, pour lui signifier qu'il trouvera ici au Sénat une majorité pour faire adopter un projet de loi inscrivant le droit fondamental à l'IVG dans notre Constitution. Libre à lui
Libre à vous, monsieur le garde des Sceaux, de choisir la rédaction qui vous conviendra le mieux, de convoquer une commission spéciale d'éminents juristes ou même une convention citoyenne pour écrire une charte du droit des femmes. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le Sénat se prononce en faveur de ce principe, en faveur de ce symbole politique extrêmement fort, qui rayonnera partout dans le monde, en faveur de cette protection juridique extrême. Alors oui, c'est notre combat. non, chers collègues. Je vais d'abord, Madame la rapporteure, m'attacher à votre rapport. Selon vous, l'IVG ne fait l'objet d'aucune remise en cause aujourd'hui en France. Eh bien, je ne partage pas votre sérénité. Les courants hostiles à l'IVG n'ont jamais désarmé depuis 1975. Ils disposent de moyens financiers considérables, drainés à l'international, s'appuient sur des institutions puissantes, comme la Fondation Le Jeune. Ils sont hyperactifs sur le net et capables d'organiser, comme il y a 15 jours, des manifestations de 600 personnes à Lyon, ce que je prends très au sérieux. Aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas ou peu de relais affichés dans le monde politique. Mais, d'autres collègues l'ont dit avant moi, qui gouvernera la France dans 5 ans ? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que le risque d'une coalition autour de l'extrême droite n'est pas exclu. Et j'observe que partout où des conservateurs, des réactionnaires, des populistes d'extrême droite sont au pouvoir, partout le droit à l'IVG est leur cible et leur hostilité aux droits des femmes est leur étendard. Je ne crois pas, Mélanie Vogel a eu la gentillesse de me citer tout à l'heure, en effet, à une quelconque exception française de l'extrême droite en la matière. Et pour tout vous dire, ce n'est pas une intervention de notre collègue représentant de l'extrême droite dans le Sénat qui m'a rassurée sur ce point. Vous dites que notre PPL importe des débats des États-Unis, mais enfin, il n'y a pas besoin d'aller si loin, d'autres l'ont dit avant moi. Dans l'Union européenne, Malte, la Pologne, la Hongrie et maintenant l'Italie sont dirigés par des formations politiques hostiles à l'IVG, élues sur ces programmes-là, sur leur hostilité à l'IVG. Quant à la Suède, déjà la nouvelle coalition a indiqué vouloir mettre un terme à la diplomatie féministe. Nous les surveillons avec beaucoup de vigilance. Vous affirmez que le Sénat est attaché aux lois Veil et Neuwirth. Permettez-moi, Madame la rapporteure, de souligner que votre attachement est quand même assez minimaliste. Depuis 1975, la loi Veil a été modifiée 7 fois. Vous l'avez d'ailleurs rappelé comme un acquis collectif. Vous et vos prédécesseurs, vous y êtes systématiquement opposés. Encore il y a 18 mois, lorsqu'il a s'agi de voter la loi Gaillot. Si on vous avait écouté, l'IVG ne serait... Si on vous avait écouté, l'IVG ne serait toujours pas remboursée. En 1982, la loi Roudy a été rejetée par le Sénat. Les femmes devraient toujours prouver qu'elles sont réellement en détresse. Les mineurs devraient toujours obtenir l'autorisation de leurs parents. Et je ne suis même pas sûre que la pilule du lendemain serait en vente libre. Vous êtes terriblement prévisible. Quelle que soit la question, dès lors qu'il s'agit d'améliorer l'accès à l'IVG, la réponse est non. Enfin, quelques mots sur la phrase maintes fois entendue qu'il ne faudrait modifier la Constitution que d'une main tremblante. Depuis 2011, le groupe LR au Sénat a déposé 10 propositions de loi constitutionnelle. Votre main ne tremble pas toujours. Et sous les présidences Chirac et Sarkozy, il y a eu pas moins de 5 réformes constitutionnelles. Le vote que nous allons émettre tout à l'heure n'est pas destiné à enrichir les chroniques de droit constitutionnel. C'est un vote politique. Que la PPL soit adoptée ou rejetée, le Sénat enverra un signal et ce ne sera pas le même. Si nous adoptons, d'abord nous sécurisons davantage l'avenir et nous enverrons un message aux femmes et aux progressistes qui revendiquent, affrontent les adversaires de leur liberté. Si le Sénat rejette ces PPL, personne ne retiendra vos subtilités juridiques. Tous les adversaires des libertés des femmes, tous ceux qui préfèrent les avortements clandestins au droit de choisir, ceux-là se sentiront plus forts parce que moins seuls et appuyés par une puissante institution, la nôtre. Et ils reviendront, car l'IVG est le totem des réactionnaires, des conservateurs, des néofascistes, de tous ceux qui s'opposent à l'émancipation des femmes. Il y a 8 jours, nous étions là, au même endroit, ensemble, pour témoigner de notre solidarité avec les femmes iraniennes. Et nous étions unanimes. Et j'ai dit ce jour-là que nous devions combattre avec la même détermination tous les intégrismes et les totalitarismes religieux, tous ceux qui prétendent que les lois de Dieu sont supérieures à celles des hommes. Et il n'y a pas de différence entre obliger les femmes à dissimuler leur corps et leur interdire de choisir quand et avec qui elles seront mères. Qui sont les activistes anti-IVG ?
Qui sont-ils, ces militants qui veulent empêcher les femmes d'avorter, qui veulent nous renvoyer aux avortements clandestins? Civitas, les Célévives, les Survivants et d'autres, ce sont tous des militants intégristes et traditionnalistes chrétiens, catholiques ou évangéliques, qui clament leur hostilité à la liberté des femmes. Car il n'y a pas plus de liberté pour les femmes dans les idéologies religieuses qui leur imposent le port du foulard islamique que dans celles qui leur refusent le droit à l'avortement ou à la contraception. Voilà ce que nous voulons faire avec cette PPL, protéger les droits des femmes et dire clairement à ceux qui refusent les valeurs de la République que dans la confrontation avec les intégristes de tout poil, à la fin, grâce à nous, c'est toujours la République qui gagne. Enfin, monsieur le garde des Sceaux, madame la ministre, je n'aurai qu'un mot. Bien sûr, vos 2 interventions nous ont confortés, mais prenez la main. Puisque les rédactions ne sont pas bonnes, probablement, déposez-en une. Mais vous auriez pu aussi amender, madame la rapporteure, parce qu'il n'est pas rare que vous amendiez les PPL de l'opposition. Mais déposez un projet de loi, épargnez-nous ces allers-retours, ces votes aléatoires. Dites que le gouvernement ne soutient pas simplement le Parlement, mais qu'il le veut, que le droit à l'IVG soit constitutionnalisé.